une chose que je dis et qui choque parfois les gens, c'est que la loi des 8 heures est une arnaque. Personne ne devient riche en travaillant 8 heures. L'algorithme de la vie fonctionne comme ça. Travail, organisation, patience. Après réussite. Coach Ba, quel est l'objectif de la masterclass d'aujourd'hui? Partager avec les jeunes entrepreneurs 12 recommandations qui leur permettront d'être beaucoup plus alignés dans ce qu'ils font et de pouvoir faire de leurs entreprises, sociétés, des entités rentables. J'ai 10 ans environ d'expérience dans l'entrepreneuriat. Je suis aujourd'hui le fondateur du cabinet Necom qui a accompagné plus de 3000 cadres professionnels étudiants dans le renforcement de leur leadership, de leur communication, de leur développement également personnel. Mais je suis également auteur d'environ 8 romans. Est-ce que selon vous, l'entrepreneuriat est le moyen le plus rapide de se faire de l'argent? Une entreprise sur 2 ferme la première année, c'est la phase de sélection. 2 entreprises sur 3 ferment au bout de 5 ans, c'est la phase de stabilisation. Et seulement 1 sur 3 arrive à atteindre les 10 ans, c'est la phase de maturation. Si tu cherches la facilité, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. Est-ce que le financement est le seul élément qui peut nous permettre de monter une entreprise, de se lancer dans l'entrepreneuriat? Les gens ont tout de suite l'esprit tourné vers l'argent. Le capital peut être intellectuel, matériel, humain, relationnel. Il y a un capital que beaucoup négligent, c'est le capital spirituel, le fameux QQOCQP. Plus ton QQOCQP est faible, plus ton but est flou, plus tu as des objectifs à court terme. Et c'est ce qui m'arrivait au début. Plus ton QQOCQP est fort, plus tu arrives à avoir des objectifs non seulement à court terme, mais des objectifs à long terme. Tu as un agenda qui est fixe, tu peux planifier, tu peux anticiper. C'est ça la force du QQOCQP et ça m'a permis de voir clair dans ce que je voulais vraiment entreprendre. Mais quand j'ai commencé à répondre à toutes ces questions, je peux dire que ça a changé toute la dynamique. C'est ça que j'ai mis à l'œuvre dans l'entrepreneuriat. Les 12 recommandations. Quelle est la première recommandation? En premier, c'est... Pour la première fois, des experts, des entrepreneurs et des investisseurs te partagent des stratégies concrètes pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Ils vont te délivrer l'information noire, des secrets jamais révélés pour te développer personnellement et financièrement. C'est ça, la masterclass Business Expertise. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique. Coach Ba, quel est l'objectif de la masterclass d'aujourd'hui? Manu, aujourd'hui, je viens faire un travail de restitution. Partager avec les jeunes entrepreneurs comme moi, comme toi, des recommandations qui leur permettront d'être beaucoup plus alignés dans ce qu'ils font et de pouvoir faire de leurs entreprises, sociétés, des entités rentables pour eux. Ces recommandations sont au nombre de 21 et aujourd'hui, tu me permettras d'en partager 12 avec eux. Et pour les 9 autres, à la fin de la vidéo, je leur dirai le moyen simple de pouvoir y accéder. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Excellent. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on devrait vous écouter? Modestement ou humblement, je dirais que j'ai 10 ans environ d'expérience dans l'entrepreneuriat. Je suis aujourd'hui le fondateur du cabinet Necom qui a accompagné plus de 3000 cadres professionnels étudiants dans le renforcement de leur leadership, de leur communication, de leur développement également personnel. J'ai essuyé beaucoup d'échecs, mais également des réussites. Et je pense que c'est nécessaire de pouvoir, comme je disais, partager cela avec des personnes qui rencontrent parfois des difficultés dans ce qu'ils font, qui parfois même ferment des entreprises qui auraient pu amener beaucoup de choses en Afrique, sincèrement. Voilà pourquoi je pense que c'est intéressant de partager cela et je pense que ça a une certaine légitimité, j'imagine. Et j'ai compris aussi que vous êtes auteur d'ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette corde-là?
qui est à votre arc. Exactement. En dehors de ma casquette d'entrepreneur, je suis également acteur. J'ai eu à jouer dans L'Or de Ninkinanka, Maîtresse d'un homme marié, Déchéance, Le poids du silence, entre autres, toutes des productions de Marodi TV. Mais je suis également auteur d'environ 8 romans, parce qu'il y en a qui sont encore en gestation. Et c'est quelque chose qui apporte un plus incroyable au coaching que je fais, mais également à ma vie d'entrepreneur, parce que je m'en sers pour être beaucoup plus impactant dans ce que je fais. Great. Je parle à énormément de jeunes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il semblerait qu'ils sont tous bloqués par un point, le financement. Est-ce que le financement est le seul élément qui peut nous permettre de monter une entreprise, de se lancer dans l'entrepreneuriat? L'argent est important, mais l'argent ne fait pas tout. C'est vrai que lorsqu'on parle de capital, les gens ont tout de suite l'esprit tourné vers l'argent. Alors qu'aujourd'hui, le capital peut être tout autre. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés, qui ont réussi juste parce qu'ils avaient une brillante idée. Ils ont développé des logiciels, ils ont développé des applications. Donc le capital peut être déjà, c'est vrai, financier, mais il peut être intellectuel. Il peut être également matériel. Je connais une jeune dame qui aujourd'hui vend des plats extraordinaires. Tout le capital qu'elle avait au départ, c'était son appartement et une cuisinière. Il y en a d'autres à qui on a laissé des terrains et qui ont développé des business incroyables dans l'agriculture. Entre autres, le capital peut être également humain, relationnel, parce que tu connais telle personne qui arrive à te faire des recommandations, qui pousse ton projet et finalement tu arrives à percer dans l'entrepreneuriat. Et nous avons aussi un capital que beaucoup négligent et j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler, c'est le capital spirituel parce que toutes les recherches que je mène sont basées effectivement sur des ouvrages techniques, sur le leadership, le management, mais surtout sur les textes religieux, sur le Coran al-Karim et sur la Sainte Bible, entre autres, parce que je commence également à m'intéresser à la Torah. Donc le capital spirituel, c'est quoi? C'est les bénédictions. Tout d'abord de nos parents, ensuite de nos oncles, puis de nos aînés, frères et sœurs, mais également de toute personne en qui tu as pu apporter un coup de main, un service. Donc tout ça, ce sont des graines qu'on plante et qui sont extrêmement importantes dans le capital, enfin dans l'entrepreneuriat ou dans ce que nous faisons. Donc voilà pour moi les 5 types de capitaux qu'on peut utiliser lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Très pertinent. Et je me rends compte qu'on a finalement plusieurs options pour mettre en place une entreprise. Définitivement. Le capital financier, le capital intellectuel. Ce qu'on a acquis comme compétences bien sûr, peut beaucoup nous servir. Le matériel dont on a à disposition ou que d'autres personnes pourraient mettre à notre disposition. Et je note aussi le capital humain, les compétences des autres personnes qui pourraient rejoindre notre aventure, qui croient à cette aventure et qui pourraient aussi venir en faire partie. Et plus important encore, et dont on ne parle pas souvent, le capital spirituel. Et c'est la première fois que j'en entends parler parce que en créant une entreprise au niveau peut-être des institutions où on peut, pour créer nos documents par exemple, nos statuts juridiques, etc., on pourrait nous parler de capital financier, matériel, etc., et intellectuel, mais jamais de capital spirituel. Et d'ailleurs, pour ne pas te couper, je peux citer un exemple simple. C'est un jeune boutiquier que je connais qui avait travaillé longtemps dans le domaine. Et à un moment donné, il y a une séparation entre lui et la personne pour qui il travaillait. Il s'est retrouvé presque sans beaucoup d'argent. Il lui fallait rebondir sur ses pieds et continuer d'avancer. Alors il cherchait un local, et puis il tombe sur un immeuble presque en fin de construction. Le local est parfait, mais il n'a pas d'argent. Il demande à rencontrer le propriétaire, il lui explique son problème. Je travaillais dans une boutique, j'ai arrêté, j'ai plus beaucoup d'argent et aujourd'hui je cherche un local pour m'installer mais j'ai pas d'argent. Et le monsieur, à sa grande surprise, lui dit: viens t'installer.
Quand tu vas commencer à démarrer ton business, tu vas commencer à me rembourser et à payer ton loyer. Lorsqu'il m'a raconté ça, ça m'a beaucoup étonné. Alors moi, je lui avais posé une question qui est simple, parce que je connais l'importance des prières que font nos parents pour nous. Je dis, où sont tes parents? Ils sont en vie? Il me dit, oui, ils sont en vie. Ils sont où? Il me dit, ils sont au Fouta. Je dis, ah bon? Quelles sont tes relations avec tes parents? Et le monsieur me dit que depuis qu'il travaille, c'est lui pratiquement qui prend en charge sa famille là-bas, au Fouta. Il envoie de l'argent pratiquement chaque mois. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il a débuté avec un capital spirituel à ce moment-là. C'est pas de l'argent, rien d'autre que les prières que font ses parents là-bas, au Fouta. C'est ça qui a déverrouillé, qui a ouvert la porte. I love this. Il ne faut jamais négliger ça. Jamais. Même les prières que tu me fais, Manu, ou les prières que je peux te faire, peuvent te servir dans ce que tu fais. Ne néglige jamais ça. Quand quelqu'un te dit, je prie pour toi, ne regarde jamais à gauche, jamais à droite, tends les mains. Il dit, Amin. Ça peut te servir. Et là, tu donnes des informations c'est-à-dire, ça, on en parle presque jamais dans les livres de business que l'on a l'habitude de lire. Et on sait qu'on est en Afrique et on est un continent où la spiritualité compte pour beaucoup. Énormément. Yeah. Great. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses que, après nous avoir dit c'est quoi l'entrepreneuriat selon vous, est-ce que vous pensez que tout le monde peut être entrepreneur? Bien sûr. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est avoir une idée que je transforme en projet. Le projet devient une activité et l'activité est personnelle. Parce qu'on peut développer un projet pour l'entreprise pour laquelle on travaille. Mais lorsque le projet, l'activité que tu fais est pour toi, alors tu es déjà un entrepreneur. Donc, est-ce que tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat? Affirmatif. Est-ce que tout le monde peut être un bon entrepreneur? Là, c'est autre chose. C'est comme si je te disais, est-ce que tout le monde peut être parent? Oui, si tu es en bonne santé, tu croises une femme, vous avez ce que vous avez derrière, tu peux faire un enfant. Mais est-ce que tout le monde peut être un bon parent? Absolument pas. Il faut avoir de l'amour à donner, entre autres. Donc, est-ce que tout le monde peut être un bon entrepreneur? Non, pas du tout. Pour être un bon entrepreneur, il ne faut pas aimer la facilité déjà. Il ne faut pas aimer la facilité. Great. Et je pense que c'est aussi l'objet de cette masterclass aujourd'hui, que vous nous donniez des clés vraiment pour maximiser nos chances de réussite en entrepreneuriat. Actuellement, d'après ma propre remarque, c'est que l'entrepreneuriat est beaucoup présenté comme le moyen le plus rapide d'atteindre la liberté financière. Et en parlant d'entrepreneurs, on met souvent en avant des personnes qui sont super riches, qui ont atteint un certain niveau financier dans leur vie. Est-ce que selon vous, l'entrepreneuriat est le moyen le plus rapide de se faire de l'argent? Tu m'as vu lorsque tu posais la question avoir un rictus assez fort au niveau du visage, parce que c'est là où le bas blesse. C'est que beaucoup d'entrepreneurs se lancent parce qu'ils cherchent tout simplement la liberté. Ils cherchent l'autonomie financière. Or, Babacar Ngom, le fondateur de Sedima, l'avait dit, l'argent est une conséquence. L'argent est une conséquence. Si tu te lances parce que tu cherches la liberté, tu l'auras. L'entrepreneur, il travaille quand il veut. Alors que lorsque tu travailles pour une personne, tu as un contrat. Tu dois être là à telle heure, faire tel nombre d'heures de travail. Quand tu es entrepreneur, tu fais ce que tu veux. La liberté, ça, tu l'auras. Mais est-ce que tu auras l'autonomie financière? Est-ce que tu cherches de l'argent? Là, je te conseillerais plutôt ou conseillerais aux gens qui ont cette mentalité-là d'aller chercher un bon boulot. Moi, j'ai des amis qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, mais qui gagnent très bien. Des sommes que moi, je n'ai jamais vues encore en tant qu'entrepreneur. Je ne dis pas ça pour décourager les gens, mais il faut écouter les statistiques, Manu. Que nous disent les chiffres? Une entreprise sur 2 ferme. La première année, c'est la phase de sélection. 2 entreprises sur 3 ferment au bout de 5 ans. C'est la phase de stabilisation. Et seulement 1 sur 3 arrive à atteindre les 10 ans. C'est la phase de maturation.
Autrement dit, si tu cherches la facilité, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. Limite, je te conseille même d'aller faire ce qu'on appelle les coups. C'est quoi les coups? Par exemple, tu as une opportunité rapide, fortuite de faire de l'argent. Il y a environ peut-être 2-3 mois, j'ai ma belle-sœur qui m'a appelé de Conakry pour me dire qu'elle a une amie qui vient à Dakar. Elle lui a dit que moi, j'avais des contacts, que je pouvais l'aider à avoir un appartement. Et c'est vrai, elle m'a contacté. Moi, j'ai passé 2-3 appels pour savoir quels sont les appartements disponibles. Elle m'a mis en relation avec cette personne. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est mettre en relation la dame et le monsieur pour gagner à peu près 70 000 francs en même pas un coup de téléphone. Mais malheureusement, comme je dis, ceux qui font des coups, très souvent, ils ont beaucoup d'argent et très souvent, ils n'ont plus rien du tout. Donc, mesdames, si vous tombez sur un homme qui vous dit qu'il fait des coups, sachez qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent tout le temps. Donc, ceux qui cherchent l'entrepreneuriat ou qui prennent la direction de l'entrepreneuriat doivent adorer les défis. Ils doivent avoir une vision derrière, entre autres. Ils doivent savoir répondre à un besoin, mais il ne faut pas chercher l'argent. L'argent est une conséquence. Right. Notre objectif cette année, permettre à 10 000 personnes de lancer et de développer leur business. Et la première étape pour y arriver, c'est d'inspirer et de motiver à travers ce podcast qui met en avant des parcours d'entrepreneurs confirmés. Et pour toi qui vas aller plus loin, nous te proposons un pack qui va te permettre de démarrer concrètement ton business et de faire tes premières ventes. Dans le pack, tu as une formation business qui t'explique de manière simple les piliers du business. Comment avoir un mindset d'entrepreneur, créer une offre irrésistible, mettre en place une stratégie de communication, élaborer un système de vente, mettre en place un système de délivrabilité, gérer les opérations, logistique, finance, ressources humaines. Dans le pack, tu as aussi un e-book avec 100 idées business rentables et faciles à lancer en Afrique. On lance ce pack Business Starter à un prix vraiment très accessible pour permettre au maximum de personnes d'en profiter. 9 900 francs CFA. L'offre est limitée, donc clique sur le lien en description pour en profiter dès maintenant. Là, on va directement attaquer les 12 recommandations. Globalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux 12 recommandations? Elles sont de quel type? Alors, ces, disons, 21 plutôt recommandations sont classifiées. Et aujourd'hui, on va en piocher dans chaque groupe. Il y a ceux qui relèvent du mental, de la pensée stratégique que devrait avoir l'entrepreneur, des actions à poser, mais surtout, le plus important, du comportement que doit avoir un entrepreneur. Pour moi, c'est ce qui fait le succès des uns et l'échec des autres. Comment est-ce que tu te comportes lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat? C'est le plus important. Donc, en suivant votre logique, dans un premier temps, il faut travailler le mental. Le mental. Est-ce que vous pouvez nous parler du mental avec des mots très simples pour permettre au plus grand nombre de comprendre de quoi il s'agit? Pour ne pas donner des explications complexes, je vais utiliser la même définition qu'on donne à NECOM dans le module de gestion de mental et des émotions. Le mental, Manu, c'est tout simplement cette voix intérieure qui chemine avec nous toute la journée, du matin au soir. Lorsque cette voix est un ami, lorsque cette voix est un guide, lorsque cette voix est forgée, elle te mène vers la bonne direction. Lorsqu'elle est mal calibrée, cette voix, elle devient le pire compagnon que tu peux avoir. C'est pour cela qu'un entrepreneur doit avoir un bon mental, un bon ami, compagnon, camarade intérieur qui le mène vers, comme je disais, les bonnes directions. Pour moi, c'est tout simplement ça, le mental, c'est ta voix intérieure. Quelle est la première recommandation par rapport au mental? Ce que m'a dit mon mental en premier, c'est éclaircir ta vision. Parce que lorsque j'ai lancé NECOM, ça a été très dur, Manu. Très, très dur. La première année, je dirais même la deuxième année. Il a fallu que je repense le projet, sincèrement. Je me souviens même, une fois, j'étais avec mon épouse et puis je lui ai dit, je pense qu'une fois de plus, je vais laisser tomber, quoi. Je vais penser à autre chose. Et heureusement qu'elle m'a encouragé. Comme quoi, il faut toujours aussi avoir quelqu'un à tes côtés qui te booste, qui te pousse. Et je me rappelle que je suis resté à un moment donné presque 5-6 heures devant la feuille blanche. Et ce qui m'avait conduit vers cette feuille blanche, c'était de répondre à des questions simples. Et j'ai mis
à l'œuvre ce que Quintilien, qui est pédagogue de l'Antiquité, m'avait enseigné et que j'avais utilisé dans la littérature. Le fameux QQOCQP. Quoi? Où? Comment? Quand? Pourquoi? C'est ça que j'ai mis à l'œuvre dans l'entrepreneuriat. Je me suis assis pendant des heures et j'ai tout fait pour répondre à ces questions. Parce que quand je me suis lancé, je savais quoi faire. Je savais comment le faire, je savais où le faire. J'avais le lieu parfait. Mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas avec qui, quelle était ma cible. Et je ne savais pas surtout, parce que je pensais au début le savoir, pourquoi je voulais le faire. Et plus ton QQOCQP est faible, plus ton but est flou, plus tu as des objectifs à court terme. Et c'est ce qui m'arrivait au début. Je faisais des flyers. Coach Ba donne des masterclass. Je partageais ça, c'était même à 10 000 francs. 2 jours de formation. Et tu imagines, j'ai envoyé ça à parfois même des cadres. J'étais très à l'ouest. Mais quand j'ai commencé à répondre, et ça n'a pas pris qu'un instant, à toutes ces questions, et que la vision s'est éclaircie, je peux dire que ça a changé toute la dynamique. Aujourd'hui, on a formé plus de 3000 orateurs. On a plus de 4 cycles de formation. Des cycles de 24 heures, de 30 heures, de 45 heures, entre autres. Je suis passé de 10 000 francs une formation à plus de 150 000 francs la formation. Aujourd'hui, si tu me demandes qu'est-ce que je vais faire en début d'année prochaine, je suis capable de te dire voilà les formations que nous allons dérouler l'année prochaine. Parce que plus ton QQOCQP est fort, plus tu arrives à avoir des objectifs non seulement à court terme, mais des objectifs à long terme. Et une fois que tu as des objectifs à long terme, tu as un agenda qui est fixe, tu peux planifier, tu peux anticiper. C'est ça la force du QQOCQP et ça m'a permis de voir clair dans ce que je voulais vraiment entreprendre. Merci déjà de nous avoir partagé cette méthode, le QQOCQP. Alors, qu'est-ce qui rend difficile l'exercice qui consiste à répondre à toutes ces questions-là? Parce c'est-à-dire, même après nous avoir dit qu'il y a une méthode, etc., parfois c'est compliqué pour nous de répondre à toutes ces questions-là. Est-ce que déjà on peut y répondre dès maintenant ou bien est-ce que ça peut prendre du temps pour répondre à toutes ces questions-là? Ce qui empêche pour moi les entrepreneurs de répondre à ces questions, c'est la même chose qui m'est arrivée. La précipitation, Manu. La plupart des entrepreneurs foncent en oubliant de faire une étude de marché, même minime, en oubliant de faire une étude psychologique et morale de pourquoi ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Très souvent, c'est lorsque l'argent arrive avant le projet. Et j'en connais plein comme ça. Tu prends tout de suite 10 millions de francs CFA, tu donnes à n'importe qui, il va tout de suite te lancer un business sans faire d'étude de marché. Normalement, si tu fais une étude de marché, tu n'as même pas besoin de connaître Quintilien. Tu vas répondre naturellement à ces questions. Quel est le marché? Qui sont mes concurrents? Quel prix je peux faire? À quelle date? À quel moment? Tout ça, normalement, si tu fais une étude de marché, tu réponds sans même penser à cette méthode de Quintilien. Mais la plupart des gens, ils foncent. Et qu'est-ce qui se passe après? 99% échouent. Plus tu prends du temps à étudier ton marché, à connaître ton produit, tes clients, comment est-ce que tu dois fonctionner, plus tu as de chances de réussir. Je vais te raconter une histoire qui va un peu te faire rire et je pense que la personne va peut-être se reconnaître si elle tombe sur cette vidéo. C'était à peu près il y a 1 an environ. Il y a une jeune amie qui m'a appelé de Conakry. Amidou, Midafala, d'investissement, Dakar, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Amidou, j'ai un investissement que je veux faire à Dakar, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Je dis, prends ton temps. Viens à Dakar, regarde qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. La conversation n'a pas été loin parce que je sais que je commençais déjà à l'énerver avec mes explications. Mais ce que j'aurais aimé dire à cette personne-là, comme je sais qu'elle ne va pas m'écouter, je ne lui ai pas dit naturellement, c'est prends ton argent, va à Dubaï, cherche un hôtel de luxe, prends une chambre magnifique, mange, bois, fais du shopping et rentre à Conakry. Pourquoi est-ce que je lui aurais conseillé ça? Parce que je sais qu'au moins, elle va utiliser cet argent pour se faire plaisir, Manu. Parce que tel que je la voyais, elle va aller investir tout de suite les 5 millions et elle va échouer dans ce qu'elle va faire parce qu'elle ne va pas se préparer, tout simplement. Alors, première recommandation, c'est d'éclaircir sa vision et c'est important
de prendre son temps pour bien faire une étude de marché avant de se lancer. OK? Quelle est la deuxième recommandation, toujours en rapport avec le mental? Parce qu'on est toujours dans la partie mentale. On est en train toujours de travailler le mental, en fait. Si tu suis bien la première recommandation, elle te conduit naturellement vers la deuxième. Investis ton argent là où tu excelles. Je t'ai parlé tout à l'heure de réussite et d'échec. La dernière entreprise que j'ai ouverte se nommait Bakam et on commercialisait un produit qui s'appelait le goût. C'était des pancakes. On avait ouvert une petite factory et l'idée semblait excellente au départ. Je ne te mens pas que j'ai commencé dès le départ à m'imaginer millionnaire dans ce que j'allais faire. L'équation était simple. Tu fais un produit qui est bien, les gens ont goûté, c'est excellent, multiplie par le nombre de personnes qui peuvent l'acheter. J'ai tout de suite vu les gros chiffres. Au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que je ne connaissais rien véritablement dans le domaine de la boulangerie, des pancakes. J'avais investi beaucoup d'argent sans me rendre compte d'une chose simple, que ce produit-là, il pouvait être rapidement périssable si on commençait à avoir des commerciaux qui le vendent dehors. Un truc tout simple. Si normalement, j'étais boulanger, ou j'avais investi dans un domaine où j'excellais, que j'avais fait des stages, que j'avais travaillé, j'allais savoir ça au départ. Mais là, j'ai foncé, la tête en avant. Et au bout de quelques temps, naturellement, ce qui s'est passé, un an et demi, les clés sous la porte. Aujourd'hui que j'ai investi dans la formation, que je suis coach, que j'ai été formé, après être formé, je suis devenu assistant coach, les choses sont naturellement beaucoup plus différentes. Quand tu investis là, tu excelles, tu es beaucoup plus passionné, beaucoup plus compétent et beaucoup plus convaincu que ça va marcher. Et Peter Drucker, qui est le père du management moderne, il nous dit misez sur vos forces, pas sur vos faiblesses. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est important, si tu lances un business, tu mets de l'argent quelque part, que tu sois bon dedans, que tu t'y connaisses, tout simplement. Et là je me dis, j'ai beaucoup plus de chances de réussir dans un domaine que, par exemple, où j'ai des diplômes ou bien j'ai une expérience là-dedans, j'ai travaillé là-dedans, que d'entendre parler d'un domaine qui serait profitable où actuellement il y a de l'argent. Parce que d'habitude, quand on demande des questions, quand on pose des questions en rapport avec des domaines qui marchent bien, ce que les gens oublient, c'est que d'habitude, quand c'est moi qui te conseille, je te conseille d'aller vers des domaines que moi je maîtrise. Et pas que forcément toi tu maîtrises. Et aujourd'hui, tu touches un point très sensible. Et ça commence même pendant que nous faisons les études. Les gens suivent la mode. C'est quoi la mode? J'ai vu telle personne gagne bien sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il est avocat. Je fais des études de droit. J'ai vu telle personne, il réussit dans tel domaine. Qu'est-ce que je fais? Des études qui sont en rapport avec ce domaine. Sans même chercher à savoir, est-ce que j'aime réellement dans ce quoi je vais étudier? Et c'est la même chose qui se répercute dans l'entrepreneuriat. Effectivement, tu l'as dit, les gens, la plupart qu'on voit aujourd'hui, c'est méchant de le dire, mais sont des entrepreneurs opportunistes. C'est qu'un entrepreneur opportuniste. Je vais voir par exemple Manu. Ah, c'est bien Manu actuellement, ça va pour lui, il a des beaux habits, il a une voiture, ça marche, qu'est-ce qu'il fait? Je regarde ce que tu fais, je me dis ok, je vais me lancer également dedans. Résultat, ils foncent dans un business sans expérience, sans expertise. Le projet est sans âme, sans fondation et 90% du temps, ils échouent. Alors que l'entrepreneur, c'est comme un parent. Il ne doit pas chercher tout de suite l'argent facile, la rentabilité. Une fois de plus, il ne doit pas chercher le résultat. D'accord? Il cherche la viabilité du projet et donc il investit dans ce quoi il excelle. Après tous les petits échecs que j'ai essuyés dans ma vie, quand je me retourne, je vois que la plupart des domaines dans lesquels j'étais, soit je n'aimais pas, soit je n'avais pas une réelle expertise dessus. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Je vois la croissance, je vois l'évolution. Parce que dans le coaching dans lequel j'évolue, j'ai l'expertise dedans. Great. Et dans le même ordre d'idée, tu me permettras, Manu, de faire une petite bifurcation, comme on parle d'investir dans un domaine où on excelle. C'est celui de faire un travail d'excellence. C'est quoi faire un travail d'excellence? C'est être un entrepreneur qui met le curseur sur le processus et non le résultat. Et ça, je l'ai compris à travers mon expérience entrepreneuriale. Un entrepreneur qui est focus sur le résultat n'arrive jamais à retenir longtemps ses clients et à exceller dans ce qu'il fait.
Il faut s'intéresser au processus. Toujours en parlant de Babacar Ngom, une fois de plus, dans son interview, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué et réconforté. Il disait que lorsque ses clients partaient au marché acheter du poulet, il reconnaissait son poulet. Manu, un poulet qui a été déplumé, toi tu peux reconnaître qu'il a fait. Et pourtant ses clients le reconnaissaient parce qu'il était de meilleure qualité. Et il disait que ce qui lui permettait d'arriver à ce niveau-là, c'est de bien s'occuper de ses poulets. Je ne sais pas si tu comprends. Yeah. C'est-à-dire que le travail était axé sur le processus avant l'abattage. Ce qui faisait qu'une fois abattus, ces poulets étaient de meilleure qualité. Donc aujourd'hui, le conseil que je donne, toujours dans la même directive, c'est de faire attention au processus. Plus tu fais attention au processus, plus la qualité de ton produit sera en hausse. Plus la qualité de ton produit sera en hausse, plus la satisfaction de tes clients sera en hausse et naturellement, plus tu seras compétitif et plus tu vas gagner d'argent. C'est puissant. Donc, la première recommandation, c'est d'éclaircir sa vision. Et la deuxième recommandation, c'est d'investir là où on excelle et on fait tout son possible pour être excellent. C'est quoi la troisième recommandation? Si tu suis bien, il y a un genre de fil conducteur entre les recommandations parce qu'on ne peut pas être excellent sans apprendre, sans se former. Donc la troisième recommandation, c'est forme-toi avant d'entreprendre. Je prends le cas du coaching. Il y a beaucoup de coachs. Lorsqu'ils parlent, ce sont de très bons orateurs. Sans cracher sur eux, parce qu'il y en a qui sont très bien, il y en a, quand je les écoute, enseigner l'art oratoire, donner des conseils, je me dis, vraiment, j'espère que quelqu'un qui veut réellement apprendre à communiquer ne tombera pas sur cette vidéo. Parce que le contenu, la façon de transmettre n'est pas du tout, pour moi, pertinente. Et ce qui fait ça, c'est que tout simplement, les gens se disent, je m'exprime bien, donc je peux être coach. Alors que non, il faut aller se former. Plus tu vas te former, plus tu vas maîtriser les outils, tu vas maîtriser le contenu, tu vas mettre en place un concept qui va te permettre réellement d'être bon et efficace dans ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que maîtriser un domaine est différent de maîtriser la manière de transmettre cette compétence. Exactement. Par exemple, tu peux être quelqu'un qui cuisine très bien sans pouvoir être une bonne restauratrice. C'est deux choses totalement différentes. Yeah. Tu peux cuisiner très très bien, mais lorsque tu lances un restaurant, tu échoues parce que tout simplement, tu n'es pas une bonne restauratrice. Et qu'il y a des gens qui enseignent ça. Donc, tu peux être un bon communicant, être un bon orateur, comme tu veux, mais ne pas être un bon coach. Parce que être coach et être un bon orateur, c'est deux choses différentes. Right. Être orateur, je m'exprime bien. Être coach, je l'apprends. Je comprends le métier. Avant de me lancer dans la formation en oratoire, j'ai été assistant coach pendant 1 an. J'ai appris, Manu, pendant 1 an. Et je continue encore d'apprendre. Les coachs en Ecom, avant de pouvoir donner un cours en Ecom, ils font 1 an de formation avant que je les laisse rentrer dans une salle et dire qu'ils peuvent dispenser un cours. Et le résultat est totalement différent. Mais qu'est-ce qui empêche les gens de se former? Demande-le-moi. Qu'est-ce qui empêche les gens de se former? Ils sont pressés, peut-être. Très souvent, l'orgueil. Je m'exprime bien, je connais tout. Donc, naturellement, je peux enseigner. Deuxième chose, parfois, le manque de temps. Tu vas avoir des personnes, ils sont prêts à investir parfois beaucoup d'argent, mais te disent qu'ils n'ont pas le temps d'aller se former. Yeah. Et mon préféré, ils sont parfois aussi, ils sont pingres, il faut dire la vérité. Comme je disais, tu peux avoir quelqu'un, il est prêt à mettre 10 millions dans un projet, 10 millions pour ouvrir un restaurant, acheter des canapés, une télévision, tout ce qu'il y a, mais n'est pas capable de mettre 400 000 francs, aller se former dans une école de cuisine. Il n'est pas capable de faire ça. Alors que l'ignorance coûte beaucoup plus cher que la formation. Right. D'habitude, ça négocie beaucoup les formations. Le plus incroyable avec un projet, c'est quoi? C'est que on peut faire une très petite erreur et cette petite erreur peut nous faire perdre tout l'investissement qu'on a mis. Exactement. Et ça, comme je parle de aussi spiritualité, comme nous avons commencé au départ, de recherche sur, dans le Saint-Coran, dans la Bible, c'est quelque chose qui nous est dit très clairement.
Dans le Coran al-Karim, on nous dit quoi, Manu? Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? C'est deux personnes totalement différentes. Cheikh Omar Foutiyou Tall disait la connaissance, va la chercher jusqu'en Chine si elle t'élève. C'est naturel. Avant de te lancer dans un business, va apprendre. Va apprendre. Peu importe le business, va te former. Tu peux faire des études de droit. Tu dis, bon, je vais investir dans un restaurant. Va te former en restaurant, tout simplement. C'est pas obligé que tu as fait des études de droit. Il faut que tu investisses dans un truc qui est lié au droit. Moi, par exemple, j'ai une licence en économie, gestion. J'ai voulu faire du coaching. Forme-toi pour aller faire du coaching. Right. Toujours dans le cadre du mental, la première recommandation, c'est d'éclaircir sa vision. La deuxième, c'est d'investir là où l'on excelle. La troisième, c'est de se former avant de se lancer. Quelle est la quatrième recommandation, toujours dans la ligne du mental? Toujours dans la même lignée, comme un fil conducteur, c'est lorsque tu as ouvert maintenant ton entreprise, ne commets jamais, au grand jamais, l'erreur de la confier qu'à l'entreprise et nourrisson. Jamais. C'est une erreur fatidique que fait beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. J'ouvre une société, je mets des caméras, je surveille à distance. Je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas là. Je te donne un exemple d'analogie. Est-ce que tu as des enfants, Manu? Oui. Lorsque tu changeais les couches de ton enfant, est-ce que tu t'es dégoûté? Non. Si une tierce personne t'amène son enfant et il te dit la culotte est pleine, change, est-ce que tu as la même expression faciale? Naturellement, non. Non, parce que tout simplement, c'est pas ton enfant. Seul celui qui aime son enfant, seul celui qui aime de la même manière son entreprise peut se salir les mains. Or, au début, quand l'entreprise naît, il faut se salir les mains. Tu le sais. Right. Si tu le fais, tu aménages tout, tu mets tout bien, tu confies, tu viens quelque temps plus tard, rien ne va comme tu le veux. Tu entends beaucoup de monde dire « Ah, je me suis fait trahir, je suis tombé sur des gens malhonnêtes, non, on m'a pas fait. » C'était pas eux, tout simplement. Donc, pour moi, il faut être présent. Les premières années, tu dois être là, sur le terrain. Tu dois être capable de te salir les mains. C'est le moment où tu dois jeter des bases solides. Cherche même pas, au moins pendant 5 ans. Et seulement après, parce que peut-être tu peux avoir envie de toucher à plusieurs domaines, tu peux non confier, mais faire une gestion partagée de ton activité. Gestion partagée. Tu gères toujours. Tu gères toujours. Tu ajustes. Exactement. OK. Mais Partager tu mets une les... personne, assistant de direction, DG adjoint, ce que tu veux, quelqu'un qui va prendre un peu ta place. Et même cela, certains le font, mais ils échouent parce qu'ils ne trouvent jamais le bon profil. Bah oui, un bon profil, quelqu'un qui partage ta vision. C'est pareil, tu as un enfant, tu veux voyager, tu veux le confier à une personne, tu vas chercher quelqu'un qui a de l'amour à donner, pas quelqu'un qui a juste un espace. Je ne sais pas si tu vois en fait. Right. Donc il faut trouver un bon profil, quelqu'un déjà qui est compétent, qui a la même vision que toi. Ça c'est très important. Sinon, quelque temps après, tu observes un ralentissement naturellement. Et ça, beaucoup de gens le font. Aujourd'hui, ils ont plusieurs business, des caméras, ils se dispersent et après ils échouent. Yeah. Tu peux te diversifier, c'est pas interdit. Mais la diversification repose en algorithme, organisation, patience. Après réussite. Alors que ceux qui s'empressent, un business première année, quelques temps plus tard, j'ai ouvert ce business-là, je surveille tout en même temps. Très souvent, très souvent, ce qui les attend, c'est la faillite. Très souvent, la faillite. Donc, il ne faut jamais confier son entreprise. Il faut être là, il faut être sur place. Si je comprends bien, il faut être dans l'entreprise, mais est-ce qu'on doit être la personne qui doit toucher à tout? Quand il faut nettoyer, je nettoie. Quand il faut faire les petites tâches, je fais les petites tâches. Ah non, absolument pas. Confier, non. Déléguer, c'est impératif. Si tu es un entrepreneur, tu peux faire 2, 3 tâches en même temps, mais tu ne peux pas être à 2 endroits.
simultanément. C'est impossible. Sinon, tu seras fatigué, tu vas te disperser, tu seras stressé, tu ne seras pas productif. Comme on dit, il faut être la tête qui dirige les membres et non la tête sans membres. Ce sont les employés qui font tourner l'entreprise. Mais le blocage, chez la plupart des entrepreneurs, et ça j'ai remarqué, c'est la méfiance. C'est pour ça que peut-être on aura l'occasion d'en parler, de la guérison des traumatismes. Ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es avec des collaborateurs, si tu es quelqu'un de méfiant, tu ne peux pas être quelqu'un qui peut bien déléguer des tâches. Dès que tu vas déléguer une tâche, tu voudras toucher, vérifier tout le temps, constamment, perdre de temps. Ouais. Là, c'est comme si tu cherches à être à deux endroits en même temps. La délégation demande de la confiance, demande que tu responsabilises certaines personnes. Et cela commence déjà par le recrutement. J'ai dû faire un travail monstre par rapport à ça. J'ai recruté plein de personnes au début que je perdais rapidement. Right. Parce qu'il faut faire des bons recrutements. Et puis, tu travailles ton leadership. Plus naturellement, les gens que tu recrutes sont mystérieusement les personnes qu'il te faut. Voilà pourquoi, une fois de plus, la formation, le travail de terrain, parce que c'est le travail de terrain qui renforce l'intuition, te permet après de t'entourer des bons collaborateurs. Si tu n'es pas dans l'entreprise, comment tu peux savoir quelle personne est bien ou pas à tel poste? C'est impossible. Right. Et je pense qu'il y a un autre problème que moi, personnellement, j'ai eu, c'est le perfectionnisme. Je cherche toujours à ce que les choses soient parfaitement exécutées. Et même quand tu délègues, je m'attendais à ce que qu'on délivre au même niveau que moi, je le ferais. Et à cause de ça, parfois, tu pourrais dire non, je ne peux pas déléguer, je ne peux pas. Parce que tu t'attends forcément à ce qu'on te sorte le même niveau de résultat que toi si tu faisais le travail. Alors que les personnes à qui tu as délégué la tâche n'ont pas peut-être eu la même expérience que toi, le même temps pour développer le même niveau de compétence que toi. Est-ce que le perfectionnisme peut freiner la délégation et voilà, comment est-ce qu'on peut se départir de ce perfectionnisme-là? C'est fou que tu en parles parce que je pense qu'on est pareil. Je souffre encore de ça et j'ai beaucoup souffert de ça. Au début, quand j'ai commencé à former des coachs et qu'ils ont commencé à donner cours, j'étais toujours là. Et franchement, à un moment donné, c'était même frustrant pour eux, sincèrement. Parce que je voulais que tout soit parfait. Je voulais que tout soit exécuté comme je veux et comme je le fais. Et j'ai oublié, comme tu l'as dit et si bien dit, que chacun a besoin de son parcours. Yeah. À un moment donné, j'ai lâché prise. Et d'ailleurs, ça fait 2 ans que je travaille sur ça. Le lâcher prise. Me dire qu'il faut que ces jeunes tombent comme je suis tombé. Parce que moi, quand j'ai commencé, mais j'ai dû faire plein d'erreurs. Il n'y a personne peut-être pour me dire fais ci, fais ça. J'ai appris sur le tas, mais j'ai fait des erreurs. Donc, comment aujourd'hui avoir la prétention de dire que non, eux, ils doivent être parfaits, que les choses doivent être faites comme moi je le fais? J'ai lâché prise totalement. Carrément. J'ai lâché prise. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est une dissociation. Parce qu'avant, je me disais que s'ils font mal, ils vont dire que c'est coach bas qui fait mal, c'est lui qui n'est pas bien. Je ne sais pas comment j'avais réussi à faire cette association mentale. Aujourd'hui, je me dis non, si tel coach rentre qui ne fait pas bien son cours, les gens vont se dire, bon, ce coach-là, il n'est pas aussi performant, peut-être même que coach bas ou d'autres, mais ils ne vont pas se dire que c'est coach bas qui est nul. Et pourtant, dans ma tête, c'était ça. Il y avait une association. Dès qu'une personne faisait mal, je m'emportais. Parce que pour moi, je me disais que tout me retombait dessus, alors que non, pas forcément. Donc, le perfectionnisme, il faut l'enlever. Et tu l'as tellement bien souligné, un entrepreneur doit lâcher prise. Tout ne peut pas être parfait. Tout ne peut pas être exécuté comme toi tu veux. L'homme propose, Dieu dispose. Right. Au début de mon parcours entrepreneurial, j'avais énormément de mal à vendre. Même avec des offres simples, c'était difficile. Aujourd'hui, avec notre agence, nous signons des contrats qui dépassent les 50 millions de francs CFA. La différence n'a pas été le talent, la différence c'est que j'ai appris à vendre. La vente n'est pas un don, c'est une compétence qui s'apprend. C'est exactement ce que je t'enseigne dans la machine à vendre. Un programme complet qui va t'apprendre à mettre en place un système pour convaincre sans manipuler, comprendre la psychologie du client, anticiper les objections, vendre sur les réseaux sociaux et transformer davantage de prospects en clients. Si tu veux développer ton chiffre d'affaires et vendre avec confiance, cette formation est faite pour toi. Le prix est actuellement à 29 900. Clique sur le lien en description pour démarrer dès maintenant. Alors coach, tu viens de nous partager 4 recommandations dans la partie mentale. Et comme tu as promis au début de la vidéo,
À la fin de cette masterclass, tu vas nous dire comment accéder aux autres recommandations de cette partie mentale. Donc, je pense qu'on va maintenant attaquer la partie action. Quelle est la première recommandation que tu vas nous partager en rapport avec l'action? Merci beaucoup, Manu. Ça tombe bien qu'on tombe dessus parce que la première recommandation est celle peut-être même qui m'a mené ici, devant toi, et que j'affectionne beaucoup. Il faut savoir se bâtir des relations solides dans la vie, surtout quand tu es entrepreneur. Il faut avoir la famille, les amis, les collègues, les institutions bancaires et X avec toi si tu veux réussir dans les affaires. Parce que plus ces personnes-là t'entourent, plus ton activité sera beaucoup plus facile à mener. Aujourd'hui, si je n'avais pas entretenu cette relation que nous avions, si je n'avais pas posé certains peut-être éléments, peut-être Manu ne m'aurait jamais invité ici, dans son émission. Peut-être que je n'aurais pas eu cette visibilité. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent réussir et veulent réussir seuls. C'est impossible. Dans Ecclésiaste, je pense bien parce que j'en parle souvent, 4 verset 9, on nous dit « Mieux vaut deux, car ils retirent un bon salaire de leur travail. » Il me semble que c'est ça. Le verset, je le cite souvent, parce que seul tu ne peux rien faire. Stephen Covey disait que 1 plus 1 égale 3 en entrepreneuriat, n'est pas égal 2. Parce que lorsque vous êtes deux, vous faites à travailler, vous faites plus que 2, vous faites 3. Yeah. Donc il faut avoir ces gens-là, parce que ces gens-là peuvent te financer. Ces gens-là peuvent faire de la mise en relation. Ces gens-là peuvent consommer ton produit. Ces gens-là peuvent te faire de la publicité. Ils peuvent t'apporter des conseils. Moi, quand j'ai commencé, les 4 premières sessions, ça a été que des amis. Soit qui venaient se former, soit qui m'envoyaient du monde. J'ai reçu énormément d'orateurs au début. C'est des amis qui me les envoyaient. J'ai des amis qui me disaient, par exemple, je t'envoie 5 personnes pour se former, 6 personnes pour se former. C'était pas mal. Bon, tu ne peux pas compter que sur tes amis. Au bout d'un moment, naturellement, il faut que tu voles de tes propres ailes. Mais les débuts ont été simples grâce aux relations que j'avais eues dans la vie, tout simplement. Dans les relations que l'on bâtit, il y a peut-être la famille, il y a les amis, il y a peut-être le voisin. Et tu as aussi cité X. C'est qui X? X, c'est cette personne qui te demande un service, qui demande un coup de main, de l'argent, mais que tu ne connais pas du tout. Et que tu décides d'aider tout simplement parce que tu es croyant et que tu sais que Dieu aime ça. Il y a parfois des gens qui m'ont appelé, même en relation avec un directeur de casting, même en relation avec telle personne. Moi, j'ai plein de gens, des personnes que je connais qui ont pu jouer à Marodi parce que j'ai fait des mises en relation avec quelqu'un que je connaissais, soit je connaissais un peu le réal, soit je connaissais un peu le directeur de casting, je t'envoie un profil. Ces gens-là, je ne les connaissais absolument pas. Ils m'ont vu jouer à la télé, ils m'ont appelé, ils m'ont dit s'il te plaît, aide-moi. C'est trop dur parce que pour jouer pour Marodi, parfois, il faut faire des castings et des castings et des castings. Et fils Abilillah, parce que tu me l'as demandé. Ou des gens qui t'appellent, parfois Manu, tu ne les connais même pas, tard le soir. Ah, excuse-moi, j'ai eu ton numéro, je t'ai demandé ton numéro, tant, je traverse quelque chose. Et parce que tu peux, tu donnes, tu aides. Et un jour, tu es bloqué comme ça dans la vie, tu ne comprends rien du tout. Et les choses se décantent. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est la main invisible. Parce que moi, ce qu'on m'a appris dans la religion, quand tu fais ce type d'aide, ce type de service, en te basant uniquement sur la foi, sur l'amour d'Allah, tu ne fais pas un prêt à une personne, tu fais un prêt à Allah. Et c'est ce qui nous est transmis dans le Saint-Coran, dans un verset que je cite souvent. On nous dit « Man zallazi yu'udullahu qardan hasana fa yudaifahu lahu ad'afan kasira » Quiconque prête à Allah de bonne grâce, Allah subhanahu wa ta'ala lui rendra multiplié plusieurs fois. C'est que dans la sourate Bagara. Great. Et je vois beaucoup de gens utiliser une expression comme self-made, je me suis fait tout seul. Comment ça se fait qu'il y ait des gens alors qui pensent qu'ils se sont bâtis tout seuls? C'est pas possible. Parfois, c'est des gens qui ont beaucoup souffert dans la vie, qui ont parfois cette impression. Pour moi, c'est rien d'autre que de la prétention. Tu peux pas réussir seul. C'est impossible. Tu peux pas réussir seul. Il te faut des gens autour de toi. Pour moi, c'est une expression qui n'a pas beaucoup de sens.
Après, je ne juge pas. Je ne sais pas ce que les gens ils traversent dans leur vie, mais moi, je ne connais pas une personne qui a réussi en disant tout ce que j'ai fait, j'ai réussi seul. Pas possible. Mais ce qui est pour moi encore plus peut-être profond, une fois de plus, parce que c'est l'objet du module, dire à chaque fois qu'est-ce qui empêche les gens de se bâtir des relations solides. Si je peux répondre à ça, parce que pour moi, ça coule de sens. Je prends un exemple. Imagine quelqu'un, je ne parle pas du X que tu ne connais pas, quelqu'un que tu connais très bien, il ne prend jamais de nouvelles de toi, il n'est jamais présent. Et puis un jour, il vient, il toque à ta porte, aide-moi, est-ce que tu vas l'aider? Tu fais un baptême, tu fais des cérémonies, tu invites, il ne vient jamais. Si un jour il fait quelque chose, tu vas y aller? C'est ce qu'on appelle le manque d'intelligence sociale. Il y a beaucoup de gens, ils ne viennent vers toi que lorsqu'ils ont besoin de toi. Ce n'est pas possible. Si tu veux te bâtir des relations solides, tu dois être présent pour les gens. C'est aussi simple que ça. Right. Prendre des nouvelles, te déplacer quand ils ont besoin. Rien que tu as un ami qui est malade, tu l'appelles, tu vas lui rendre visite à l'hôpital, ça lui fait plaisir. Rien que la présence, le respect, la considération, les gens, ils font beaucoup attention à ça. Mais les gens, ils ne font pas ça. Ils attendent quand ils ont besoin de toi et puis ils viennent. Ils espèrent que tu seras là pour eux. C'est impossible. C'est impossible. Donc, un entrepreneur doit être intelligent socialement. Tu ne peux pas rester, justement, tu parles de self-made. Non. Tu dois être là pour les gens si tu veux que les gens soient là pour toi. Right. C'est aussi simple que ça. C'est puissant. Coach Ba, on est toujours dans le domaine des actions à mettre en place. Quelle est la deuxième recommandation que tu vas nous partager? C'est de s'adapter en cas de crise. Aucun homme, aucune entreprise ne peut échapper au cycle normal, si je peux appeler ça, de la vie d'une entreprise. Ces cycles sont le lancement, la croissance, la stagnation, la crise et le renouvellement. Mais contrairement à ce que les gens y pensent, ce ne sont pas des mauvais cycles, mais des cycles, comme on dit, de bon augure. De bon augure. Ce sont des cycles qui sont là pour t'aider à te réinventer. Moi, je les vois comme des terrains d'apprentissage. Est-ce qu'il y a des erreurs que les gens font d'habitude en cas de crise? Oui. Une qui est presque fatale, c'est celle de fonctionner sans avoir l'intelligence d'esprit de mettre de l'argent de côté. Aucun fonds en cas de crise. Du coup, dès que ces moments difficiles, normaux, arrivent, c'est la panique à bord. On commence à grignoter le capital, on prend de mauvaises décisions, on perd en motivation et finalement, en fin de compte, on crache. Tout simplement, comme on parle de crise, de turbulence, c'est le crash. Comme on nous le dit dans le Saint-Coran, un verset que j'utilise dans plusieurs domaines, c'est « Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal yu'yi wa naqsil minal amwali wal anfusi wa samarati et enfin wa basharis sabirin » On va vous éprouver d'un peu de peur, d'un peu de faim. On va vous éprouver de diminution de biens que vous avez, de vos collaborateurs. Al-Anfusi, ce sont les hommes qui vous entourent. Wa samarati, c'est ce que nous mangeons. Et on dit, wa bashari sabirin, annonce la bonne nouvelle aux endurants. Les crises sont inévitables, Manu. Inévitables quand tu es entrepreneur. Il faut mettre de l'argent de côté. Il faut mettre de l'argent de côté. Sinon, c'est le crash. Donc, l'une des premières choses, c'est celle-ci. C'est d'avoir de l'argent de côté. Certains l'appellent fonds de réserve. D'autres l'appellent épargne. D'autres encore fonds de trésorerie. Il y a plusieurs expressions, mais il faut les avoir. Ça fait partie des stratégies de résilience en cas de crise. Et pour cela, moi, ce que je conseille aux entrepreneurs que j'accompagne ou avec qui j'ai l'occasion d'échanger, c'est d'avoir au moins 6 mois de fonds de roulement de côté. Et beaucoup peuvent se dire, mais 6 mois, c'est beaucoup, mais 6 mois, c'est peu. Quand on regarde à ce qui est arrivé au temps de An-Nabi Yusuf, radiallahu anhu, 7 ans, Manu.
7 ans de 17. 7 ans de 17. Et s'il n'avait pas mis en place des stratégies de résilience, mais tout l'Égypte Ça aurait été la famine. Ça aurait été la famine, ça aurait été la faim. Donc ça, c'est très important. Il faut avoir un fonds de roulement. La deuxième chose, c'est quand ces moments difficiles arrivent, de limiter les gaspillages. Tu sais, il y a plein de fois dans notre vie où on a l'impression que c'est comme un robinet qu'on a fermé. Il faut se poser les questions. Pourquoi est-ce que tout marche d'un coup, tout s'éteint? Et très souvent, c'est une épreuve qu'Allah nous envoie pour dire, regarde ce que tu es en train de faire de l'argent qu'on te donne, des biens qu'on te donne. Et même dans l'entreprise, il y a des fois où on gaspille. Il y a des choses qu'on utilise, on n'a pas besoin de ça pour rouler. Donc c'est pour te dire, il y a des choses que tu fais, commence à les diminuer. Et tu diminues ces choses-là. Tu réduis tes charges au maximum. Ça fait partie des stratégies de résilience. Parfois, il y a des petites primes qui vont sauter, etc., à gauche, à droite, parce qu'il y a des fois où tu donnes. Mais c'est quand tout va bien. Quand ça va mal, c'est pour te dire, voilà, il faut réduire certaines choses. Mais attention, je parle de réduction de primes, tout ça. C'est normal, quand c'est la crise, tu appelles tes collaborateurs, tu leur dis, écoute, l'entreprise traverse une phase difficile. C'est ça que tu percevais. Je préfère, il faut qu'on diminue pendant quelques temps. D'accord? C'est des choses qui peuvent arriver, des négociations qui peuvent se faire entre toi et tes collaborateurs. Mais par contre, ce que je ne recommande pas, c'est le licenciement. Dernier recours. Et surtout, ce que je ne recommande encore pas au-dessus de tout, c'est de ne pas payer les gens. Par exemple, tu dis que l'activité ne fonctionne pas. Bon, tu montres à tout le monde, il n'y a pas de rentrée d'argent, alors que tu sais que tu as l'argent dans les caisses, et puis tu leur dis non, en ce moment, il n'y a pas de salaire. Une injustice terrible. Ça attire carrément au-delà même de la révolte que tu auras en interne, mais tu t'attires le mauvais œil à un niveau extraordinaire. Donc, il ne faut pas licencier. Il faut créer des arrangements en interne. Et ensuite, la dernière chose, c'est quand c'est la crise, on sait qu'elle arrive, il faut trouver, comment dirais-je, des stratégies en interne pour avoir d'autres rentrées d'argent que celles auxquelles tu es accoutumé. Parce que comme on parle de phase de réinvention, parfois dans ces moments de crise, c'est pour que tu aies l'esprit de regarder ailleurs. Parfois. Par exemple, je te donne un exemple. En école, à un moment donné, c'était extrêmement dur. Moi, j'ai fait des 4, 5, 6, 7 sessions où il n'y avait pas du tout de rentrée d'argent. Il a fallu mettre en place des stratégies qui font que les gens viennent se former sans rien payer, mais qu'à la fin, avec des extras en interne, ils puissent quand même dépenser de l'argent. On a mis en place des cartes de membres, des fascicules, des coachings individuels. Bref, on peut avoir des orateurs qui viennent 0 francs à la base, mais ils repartent, ils ont dépensé quand même un peu. Et cet argent permettait tout simplement de faire fonctionner l'entreprise. Et ce sont des idées aujourd'hui qui nous apportent énormément. Donc, dans cette crise est née finalement de brillantes idées. Alors, on se rend compte qu'une bonne partie des conseils que tu donnes en temps de crise ont un rapport avec l'éducation financière. Qu'est-ce que tu nous conseilles par rapport à la gestion de l'argent? C'est très exact que l'éducation financière est très importante. Lorsqu'on est entrepreneur, on doit savoir gérer l'argent. Mais avec l'éducation financière, comme j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est quelque chose qu'on apprend à bas âge, entre 7 et 18 ans. Sincèrement, quand tu as été habitué à avoir certaines dépenses, à vivre dans un certain confort, et ça arrive à pas mal d'entrepreneurs, une fois que l'entreprise est créée, ils ont beau tout faire, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à pouvoir gérer cet argent. Et moi, ce que j'ai mis en place, c'est tout simplement, il faut trouver un bon trésorier. C'est le cœur de l'entreprise. Comptabilité, trésorerie, et il faut mettre en place des contre-pouvoirs qui font en sorte que tu as des gens autour de toi qui peuvent te dire ça, il ne faut pas dépenser. Ça, il ne faut pas faire. Il faut avoir des gens honnêtes parce que très souvent, je te promets que quand l'argent rentre, si tu n'es pas entouré de bonnes personnes, l'argent sort tout aussi vite. C'est pour ça que je fais très attention. Ce n'est pas forcément une chose obligatoire, mais que les gens qui m'entourent soient des gens croyants. Manu, ce n'est pas pour dire que les athées sont des voleurs. Ou non. Parce que tout simplement, je sais ce qui est écrit dans les textes religieux. Si tu as quelqu'un de croyant, sincèrement, même si tu gagnes 1 million ou tu lui confies 1 million, il ne touchera rien. Parce qu'il sait que ce n'est pas les caméras qui le surveillent, ce n'est pas toi qui le surveille, c'est le Seigneur qui le surveille. Donc je fais attention à ces choses-là.
Donc, une fois que tu as une personne qui garde ton argent, très sincèrement, qui te conseille, tu fais beaucoup plus attention à ce que tu es en train de faire. Parce que l'erreur commune que commet la plupart des entrepreneurs, c'est de confondre le chiffre d'affaires, il faut le dire, et le bénéfice. Et après, le bénéfice à l'argent personnel. Totalement différent. L'argent personnel va dans les poches. C'est fait pour dépenser, les voyages. Alors que le bénéfice, une grande partie doit être dans les caisses de l'entreprise. Vaut mieux avoir des caisses pleines que des poches pleines quand tu es entrepreneur. Moi, je préfère ne rien avoir dans la poche que juste pour fonctionner, payer mon loyer, manger et avoir de l'argent dans le compte. Il faut faire la différence. Alors qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, j'ai même vu un coach conseiller ça. Il faut, lorsque tu gagnes de l'argent, te faire plaisir, que c'est extrêmement important. Moi, je n'ai pas forcément cette philosophie-là. Aujourd'hui, quand un parent il met un enfant au monde, il pense à son éducation, à l'école qu'il va faire dans quelques années. Donc, il réduit ses besoins personnels. Quand tu es entrepreneur, tu dois réduire tes besoins personnels et privilégier ton entreprise. Et j'en parlais avec toi et je partage pleinement l'opinion que tu disais tout à l'heure. Tu es capable de te restreindre, mais de mettre le maximum d'investissement pour ton entreprise. Right. Tu disais tout à l'heure que tu pouvais te priver d'avoir un iPhone 17 ou 16 alors que on le voit autour de nous, que tout est high-tech. Et ça coûte beaucoup d'argent. Pour moi, c'est la philosophie que doit avoir un entrepreneur. Je ne me mets pas en priorité. L'entreprise est prioritaire. Right. Coach, 6e recommandation, adapte-toi en période de crise. Quelle est la 7e recommandation? La 7e recommandation, ce serait pour les entrepreneurs de manière générale d'avancer méthodiquement dans ce qu'ils font. Oui aux grandes ambitions, non à la folie des grandeurs. Comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Il faut aller step by step. Autrement dit, l'une des meilleures qualités dont peut posséder un entrepreneur, c'est celle d'être lucide. Je suis lucide. Tu ne peux pas tout avoir en même temps. Comme on le dit dans Ecclésiaste, je pense que c'est 3, verset 1, parce que je le cite également souvent, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il faut aller à son rythme. Il faut aller à son rythme. C'est aussi simple que ça. Mais l'erreur, c'est que les gens, ils tombent très rapidement dans la comparaison verticale. Ah, j'ai vu un tel. Tu as vu, il s'est lancé, il a déjà une voiture. Tu as vu, il a tel téléphone. Tu as vu, lui, il voyage. Et tu dis, naturellement, je veux exactement la même chose. Tu commences à te précipiter. Tu commences à dilapider ton argent, tu bâcles ton travail, l'activité finit par stagner, tu perds la motivation, après, déclin. Le bon entrepreneur, il peut s'inspirer. Je peux regarder Manu et puis je dis, il a une belle voiture, je veux ça, moi aussi dans quelques peut-être années ou à un tel moment. Mais je ne vais pas me dire parce que telle personne a tout de suite ça, que moi aussi il me faut ça. Et ça aussi, comme on parle de religion, c'est écrit dans le Saint-Coran. On nous dit, voilà, tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala bahadin. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué à certains d'entre vous plus qu'à d'autres. C'est interdit, la comparaison verticale. Haram. Regarde aussi un peu ceux qui sont un peu en bas. Mais si tu es obstiné vers le haut, tu peux t'inspirer. La réussite, l'intelligence, les biens des gens. Ça peut être une source de motivation, mais pas de précipitation. Il faut savoir suivre sa propre horloge. Aussi simple que ça. Le bon entrepreneur, quand il se lance, il se donne au moins 5 ans. 5 ans. Tout ce que tu dois chercher, ce n'est pas à faire la belle vie. C'est que ton entreprise soit constante. Aussi simple que ça. 5 ans, c'est ce qu'il te faudra pour maîtriser ton offre, maîtriser ton marché, maîtriser ton capital financier, maîtriser ton capital humain et mettre en place, et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, mettre en place des systèmes et des process. Moi, comme j'ai des process pour tout, Manu, même pour servir le café, j'ai un process par rapport à ça. C'est ça qui te permettra pour moi de voir du résultat et avoir un bénéfice constant dans ce que tu es en train de faire. Avance méthodiquement. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut être ambitieux quand on est très jeune? Parce que on voit maintenant de plus en plus sur les réseaux sociaux des jeunes qui ont réussi très tôt dans la vie, etc. Et
finalement, il y a d'autres jeunes qui ont peut-être la vingtaine, etc., qui se disent, OK, il faut que j'aille chercher aussi les dizaines de millions, les milliards en étant très jeune, forcément. Mais c'est ça le grand problème. Parce que s'il y a un parking de 1000 voitures, Manu, 999 sont noirs. Une seule est rouge. Tu prends n'importe quelle personne. Tu dis, qu'est-ce que tu vois? Tu diras, je vois une voiture rouge. Je vois une voiture rouge. Mais tu oublies qu'il y en a 999 qui sont garés à côté. C'est ça le problème des réseaux sociaux. C'est que les gens sont focalisés sur les 1%. Ils ne regardent pas les 99%. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être ambitieux. Bien sûr qu'il faut être ambitieux. Mais il faut aller à son rythme. Il ne faut pas être rêveur. Je te donne un exemple. Actuellement, ce qu'on fait, les gens apprécient. Sincèrement. Les gens apprécient. Nous formons des cadres, des hauts cadres et même des autorités. Actuellement, nous avons des députés qui se forment à NECOM. On a accompagné les hauts cadres de l'école pénitentiaire ici au Sénégal. Les gens me disent, mais Amito, tes prix, c'est pas bon. Augmente tes prix. Regarde ton concurrent, l'UAO. Mais les prix qu'il fait, 500 000 francs, les coachings à 1 million. Mais ils oublient que mon concurrent, il a 15, 20 années d'expérience derrière. Que quand il a commencé petit. On me dit, regarde-le. Pourquoi tu le regardes? Je peux m'inspirer peut-être de son parcours. Peut-être moi aussi dans quelques années. Mes formations seront peut-être à 500 000, peut-être à 1 million, je ne sais pas, je le souhaite. Mais actuellement, je ne vais pas commencer à me précipiter parce que mon produit devient bon. Ça n'a pas de sens. Il faut aller à son rythme. Inspire-toi des gens, mais ne cherche pas à copier ce qu'ils font. Ne cherche pas à aller au même rythme qu'eux. Tu vas tomber. Masterclass. Jusque-là, on est en train de beaucoup apprendre avec Coach Bab. Quelle est la 8e recommandation? La 8e est tout aussi pour moi importante, c'est le temps. C'est pas pour rien, Manu, que le Seigneur jure par le temps, wal asr. Le temps est pour moi d'ailleurs même le capital peut-être le plus important dont on dispose. Tu n'as pas de temps, tu fais rien. L'homme le plus riche, l'homme le plus pauvre ont chacun 24 heures, Manu. Tu regardes l'homme le plus riche, il n'a pas 25. Il a comme toi 24. Donc le succès réside aussi dans la manière où tu gères ces 24 heures. Si tu les gères mal, tu ne vas pas être dans la performance. Si tu les gères bien, tu vas être dans la rentabilité. Et très souvent, ce qui fatigue les gens, c'est la désorganisation. Right. Quelqu'un peut dire, tu entends des gens te dire, le temps file, le temps passe vite. Quand tu commences à dire que le temps passe vite, commence à regarder comment est-ce que tu travailles. C'est qu'il y a de la désorganisation quelque part. Et pour moi, il y a deux auteurs, toujours les mêmes qui étaient extraordinaires, qui m'ont beaucoup appris. C'est Stephen Covey, j'en parlais, avec sa matrice de Eisenhower, que je lise beaucoup dans ma vie de tous les jours. Et aussi John Maxwell, avec tout simplement sa loi des priorités. Ces deux-là, tu les lis, tu comprends beaucoup de choses. Et je pense que la matrice d'Eisenhower, c'est même probablement la plus forte, la plus pertinente, parce qu'on peut l'utiliser tous les jours. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est simple. Il faut faire la nuance entre ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui est non important, ce qui est non urgent. Important, urgent, planifie, fais le même avant que la date arrive. Priorité totale. Priorité totale. C'est urgent, mets ton esprit dessus, travaille. Urgent, non important, délègue. Ne va pas commencer à mettre tout ton esprit dedans. C'est pas urgent, c'est pas important, élimine. En appliquant ça dans ma vie de tous les jours, j'ai gagné du temps, Manu. Gagné du temps. Et l'autre, en parlant de John Maxwell, qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est qu'il dit qu'un bon entrepreneur doit faire la part des choses entre ce qui apporte, ce qui est nécessaire plutôt, ce qui apporte du rendement et ce qui apporte du retour. Il faut que tu saches mettre ton esprit sur ces trois-là. Ce qui est nécessaire, ce qui fait réellement fonctionner l'entreprise, ce qui apporte du rendement. Par exemple, à NECOM, ce qui apporte du rendement, ça a été simple. Là, actuellement, toi et moi, on est là assis à faire une masterclass, alors qu'à NECOM, il y a des cours qui sont en train de se donner. Donc, j'ai mis mon focus sur la reproductivité. Il faut que j'ai des coachs aussi bons que moi, que je forme, Manu. Aujourd'hui, j'ai une dizaine de coachs, une dizaine d'assistants coachs. Ça, c'est concret, ça apporte du rendement. Après, ce qui amène du retour, le bouche à oreille.
Chez moi, on met, je te disais, des process, même comment on sert le café, comment on reçoit les gens, les postures qu'on doit avoir. Je veux que les clients qui quittent chez moi, ils parlent de moi. C'est aussi simple que ça. J'ai mis mon focus sur ces trois-là et aujourd'hui, je vois nettement le résultat. Oui. Et en parlant du temps, et ça va peut-être te déranger certaines personnes, une chose que je dis et qui choque parfois les gens, c'est que la loi des 8 heures est une arnaque. La loi des 8 heures est une arnaque. C'est fait pour créer une classe de consommateurs et de petits même consommateurs et qui a été déployée dans toute l'Afrique. Et pour moi-même, ça fait partie des choses qui nous retardent. Personne ne devient riche en travaillant 8 heures. Babacar Ngom, il disait, et dans une de ses interviews qui m'a beaucoup marqué, qu'il faut travailler jusqu'à l'extase. Ce n'est pas au bout de 8 heures que tu es dans l'extase. Il parle de 14 heures, de 16 heures. Ça fait 2-3 ans, Manu, que je travaille 16 heures par jour, minimum. Quelqu'un qui fait 4, toi, tu fais 8. Donc, il faut travailler. L'algorithme de la vie fonctionne comme ça. Travail, temps, énergie, point à la ligne. Il faut travailler. Dans quoi est-ce que tu vois actuellement beaucoup de personnes perdre du temps? On les connaît, les booteurs de temps. Les plus connus, tu ouvres TikTok, tu passes des heures dessus. Les films, les sorties fréquentes, des choses que je ne fais plus depuis au moins 2-3 ans, sont les booteurs classiques. Mais il y a d'autres booteurs qui sont beaucoup plus silencieux, dont un, c'est le manque de sommeil. Alors tu vas me dire, mais c'est bizarre. Normalement, si tu dors 4 heures au lieu de 8, tu as plus de temps. Absolument pas. Et ça, je l'ai constaté de manière flagrante. Tu dors 8 heures, tu vas faire en 4 heures ce que d'autres peuvent faire en 7 heures. Tu dors 3 heures de temps, il te faudra 8 heures ce que certains vont faire en 4 heures. Il faut dormir. Voilà pourquoi je parlais de temps et d'énergie. Il faut savoir ménager son énergie. C'est aussi simple que ça. Il faut t'économiser. Et pour ça, il faut supprimer beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas profiter. Mais il faut le faire intelligemment. Intelligemment. Et ça, Manu, c'est un mentor qui m'a dit ça. Il m'a dit, il y a une différence entre prendre du bon temps et, excuse-moi du terme, foutre sa vie en l'air. Et foutre sa vie en l'air donne plus de plaisir que s'amuser. C'est quoi la différence? Faire des choses qui te sont nuisibles quand tu es entrepreneur. Gaspillage d'argent, consommation de choses qui vont te fatiguer le corps. Et j'en passe. Est-ce que tu penses qu'on devrait profiter de sa jeunesse? La jeunesse, Manu, n'est qu'une perception. Amuse-toi avec Dangote, tu verras s'il n'est pas jeune. Pourtant, il a quel âge? La jeunesse n'est qu'une perception. Ce qu'un jeune fait, tu peux trouver quelqu'un qui a 70 ans. Je ne dis pas qu'il a la même forme, mais qui a les mêmes jouissances dans la vie. Et crois-moi que vaut mieux avoir l'argent parfois même tardivement quand tu n'as plus la force. C'est là où l'amusement est intéressant. Aujourd'hui, tu es jeune, tu montes, tu descends, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as 70 ans, aller demander de l'argent à quelqu'un, ce n'est pas plaisant. Aujourd'hui, quand tu as 70 ans, tu voyages en première classe, tu vas en France, tu vas à la Mecque, tu fais ta vie. Ça, c'est de l'amusement. Ça, c'est de l'amusement. Donc aujourd'hui, les gens ils disent profite de ta jeunesse, mais pour moi, la jeunesse, c'est une perception. Perception. Pour moi, aujourd'hui, ceux qui profitent réellement, c'est ceux qui ne profitent pas d'ailleurs même de leur jeunesse, qui passent leur temps à travailler durement pour profiter après. Ceux qui disent ça, ils ne te donnent pas de bons conseils. Alors, coach, on en est actuellement aux recommandations en rapport avec le comportement. C'est quoi la 9e recommandation? On a beaucoup parlé, je pense, de sacrifice, de tout ce que l'entrepreneur devait écarter pour pouvoir avancer dans la vie. Et ça nous amène directement vers cette première recommandation concernant le comportement, qui n'est rien d'autre que la discipline. La discipline. Tout le monde peut être entrepreneur, tout le monde peut commencer un projet, mais seuls ceux qui sont disciplinés peuvent le mener à bout. Et ce qui est valable dans les grandes études, est valable du moins dans l'entrepreneuriat. Je prends un exemple simple. On prend Cheikh Anta Diop. Vas-y, première année de droit, ils sont au moins des milliers. Deuxième année de droit, ils sont combien? Ils sont 400, 500 environ, je pense. Où sont passés tous les autres? Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est l'intelligence? Je ne pense pas. Ce n'est pas du tout l'intelligence.
Ce qui fait la différence, c'est ce qu'on appelle la constance, la discipline. Et la discipline, malheureusement, personne, tu ne peux pas m'obliger à être discipliné, je ne peux pas t'obliger à être discipliné, tu ne peux même pas obliger ton enfant à être discipliné. La discipline repose sur l'engagement personnel. Surtout quand tu es entrepreneur, quand tu vas faire tes études, il n'y a plus de hiérarchie. Quand tu es à l'université, qui t'appelle pour te dire tu as fait tes devoirs? Toi, tu es entrepreneur, qui t'appelle pour te dire est-ce que tu as fait ton travail? Personne. À ce moment-là, si tu choisis la bonne direction, la discipline, tu le fais que pour toi-même. Si tu t'égares à ton propre détriment. Donc, quand tu es entrepreneur, très souvent, il y a deux voies. La voie de la facilité, la voie de la difficulté. Tu choisis la facilité, tu vas aller vers les mauvaises routines qui vont te faire perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. Tu vas finir par échouer. Tu choisis la difficulté, tu vas être productif. Et malheureusement, l'homme de manière générale, et les entrepreneurs ne font pas exception, on ne choisit jamais la difficulté. Et ça, on le dit aussi dans le Coran. On dit on vous a mis sur les deux voies, mais l'homme ne choisit jamais la voie de la difficulté. Il choisit ce qui est facile, naturellement. Et ça, ce n'est pas bon. Prenons le cas de Mohamed Ali en interview. Quand on lui a demandé qu'est-ce qui était le plus difficile dans sa vie, est-ce que c'est les entraînements? Est-ce que c'est les combats? Il a dit jamais de la vie, c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile a été de me coucher à 21h, d'éviter les boîtes de nuit, d'éviter les sorties. C'est ça le plus difficile. Donc, il y a des choses qu'un entrepreneur doit écarter définitivement s'il veut réussir. Ça fait mal, c'est dur, mais c'est le prix à payer. Il y a des choses que je conseille quand tu es un bon entrepreneur. Lecture quotidienne, écriture d'objectifs, moments de silence, activité physique, temps spirituel, surtout celui-ci. La prière, le zikr. Il y a plein de choses qu'on peut faire, Manu, mais il faut être discipliné. Il faut avoir une bonne routine dans ta vie si tu veux réussir. Great. Un podcast peut changer ta façon de penser. Une conversation en direct peut changer ton business. C'est pourquoi nous avons créé la communauté privée Business Expertise. 2 fois par mois, retrouve les entrepreneurs et experts invités sur notre podcast lors de sessions exclusives de coaching et de formation en direct. Pose toutes tes questions, échange avec eux et bénéficie de conseils concrets pour faire grandir ton activité. En devenant membre, tu accèdes aussi à des contenus exclusifs jamais publiés sur YouTube. Si tu es déterminé à passer au niveau supérieur, cette communauté est faite pour toi. Rejoins-nous dès maintenant via le lien en description. Là, on est dans les comportements. 9e recommandation, c'est d'être discipliné. Quelle est la 10e recommandation? La 10e, c'est tout simplement sois responsable. Aussi simple que ça. Quand tu es un entrepreneur, comme un père de famille, sois responsable. Pourquoi? Je ne vais même pas citer l'exemple que je prends très souvent en cours, qui est l'exemple du Titan qui a coulé. On va prendre l'exemple de l'équipe de football du Sénégal. Il y a à peine quelques années, nous avons remporté la CAN. Tout le monde a fêté. Tout le monde était content. Là, la Coupe du Monde, ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Le dernier match a été presque décourageant. Ça nous a touchés intérieurement. Mais qui on a pointé du doigt? Le coach. Pape Thiaw. C'est pas lui qui nous a fait remporter la CAN? Ou bien c'était un autre Pape Thiaw? C'était le même. Pourquoi est-ce qu'on l'a pointé du doigt? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti prendre le joueur qui a taclé, qui a causé le penalty? Pourquoi? Parce que c'est lui qui prend les décisions sur le terrain. On nous a dit, chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. Quand tu es à la tête d'un groupe, commencez par le père de famille, y compris l'entrepreneur, tu as une facilité de prendre des décisions, tu as du pouvoir entre les mains. Ce pouvoir-là et cette liberté d'agir te permet d'imposer ta vision, quelque chose d'excellent. Tu arrives, tu as une vision, les gens t'aident à réaliser cette vision. C'est magnifique. Mais c'est risqué. Pourquoi c'est risqué? Parce que si tu prends une mauvaise décision, ce n'est pas toi seul qui va en pâtir, c'est tout le groupe. Quand tu es entrepreneur, que tu prends une mauvaise décision, il ne faut pas oublier que tu as des gens qui travaillent pour toi.
Grâce au salaire que tu leur donnes, ils nourrissent leur famille. Donc, tu dois faire attention. Tu dois être responsable. Toute décision doit être mûrement réfléchie. Tu dois être conscient des risques. Si tu es conscient des risques, tu seras prudent. Tu vas écouter et tu vas te faire conseiller. Le bon entrepreneur, il prend conseil auprès de ses collaborateurs. Il y a ça que je vais mettre en place. Je ne fonce pas seul. Plus tu es responsable, plus tu évites les risques. Par exemple, on s'est vu ce qui s'est passé. Je ne rentre pas dans les détails du match de football. Ce n'est pas ça l'objet. Mais il faut savoir se faire conseiller. Est-ce que ça, ce que je vais faire, c'est bien, c'est pas bien? Plus tu es responsable, plus autour de toi, on te donne plus de pouvoir. Et ça, c'est même pas pour l'entrepreneur, c'est même pour les employés. Il y a quelque temps, à Necom, il s'est passé un truc extraordinaire. Ça fait déjà un petit moment, j'arrive comme ça, dans le hall, et je vois une vendeuse de beignets dans le hall, Manu. Et moi, je regarde à gauche, à droite, je me dis, madame, qu'est-ce que vous faites là? Elle me dit, ouais, je suis là, on m'a dit de vendre des beignets. Je dis, ah bon? Je dis, oh, c'est pas possible. J'appelle une personne, je dis, mais qui a fait entrer cette dame? Ah non, je pensais que... T'imagines s'il y a un orateur qui mange un beignet là, et puis il fait une intoxication, tu penses qu'on va venir chercher qui? La vendeuse ou Necom? Je dis là, je t'ai confié du pouvoir. Tu peux prendre certaines décisions, mais est-ce que tu as consulté tes collaborateurs? Tu as demandé à quelqu'un si tu pouvais faire entrer une personne pour vendre des beignets? C'est là qu'elle a compris. Donc quand on te donne de la responsabilité, quand tu es entrepreneur, on te donne du pouvoir, une certaine liberté d'agir, tu dois faire attention. C'est important d'être responsable. Est-ce que tu as un exemple de décision qui, selon toi, est irresponsable que d'habitude les entrepreneurs font? Pour moi, tout ce qui concerne les dépenses, les grandes sorties, les grandes acquisitions, il ne faut pas les prendre sans consulter les collaborateurs. C'est très important. Quand tu changes, ou sinon tu changes de cap, tu prends une décision stratégique qui peut amener l'entreprise à changer de direction, il faut consulter tes collaborateurs. Récemment, j'ai eu une opportunité. Au début, je me suis dit extraordinaire. On m'a dit, tu peux étendre Necom. Le projet est là. Je me suis dit, là, c'est le bon moment. Comment on me l'a vendu? Mais après réflexion, après en avoir échangé avec certains collaborateurs, ils m'ont dit, ah, attention, est-ce que l'activité de Necom actuellement te permet de l'étendre? L'opportunité est là. Mais je les ai écoutés, je me suis dit, ah, peut-être qu'ils ont raison. Parce que si aujourd'hui, j'étends l'activité, j'augmente les charges. Et tu fais une grosse augmentation de charges. Si l'activité ne suit pas, il y a ralentissement. Right. Tu commences à prendre le chemin inverse. Une fois de plus, il faut aller à son rythme. Et j'ai décidé de reporter tout simplement cette décision qui pourtant était belle. Ça m'a semblé être le bon moment. Mais consultation des collaborateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous concerne tous. Nous sommes dans le même bateau. Tu changes de cap, tu amènes les gens avec toi. N'oublie pas, tu n'es pas seul. Top. Coach, 10e recommandation, il faut être responsable. C'est quoi la 11e recommandation? Et toujours en rapport avec le comportement. Je pense que c'est tout simplement incarner une bonne image. C'est un levier stratégique pour tout entrepreneur. Plus tu as une bonne image, plus tu as la confiance de tes collaborateurs, plus tu as de contrats, plus tu as une autorité naturelle. Qui dit autorité naturelle dit plus de leadership. Plus tu as une crédibilité qui t'ouvre des portes, des gens qui te recommandent parce qu'on dit lui il est sérieux, lui il travaille bien, lui il est correct, on t'ouvre des portes. Et enfin, l'image, tu peux en faire un branding personnel qui va être profitable pour toi et pour les générations à venir. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que moi, aujourd'hui, mon père est décédé, ça fait presque bientôt peut-être 20 ans. Mais jusqu'à présent, j'utilise le nom Yali pour travailler dans certains contextes. Et j'ai des frères et sœurs qui utilisent le nom Yali parce que tout simplement, pendant qu'il était entrepreneur, il a cultivé une bonne image. Et c'est là où la plupart des entrepreneurs font une parfaite confusion entre avoir et être. Ils se disent qu'avoir une bonne image, c'est avoir plus d'argent, plus de pouvoir. Une grosse voiture, j'ai une grosse maison. Ça peut disparaître. Avoir une bonne image, c'est être quelqu'un de stable. Plus tu es stable. Et ça passe même par
être marié, pas marié, avoir des enfants, des petits détails. Je ne vais pas rentrer dedans. Plus tu es stable, plus on veut travailler avec toi. Être respectable. Et tout simplement être quelqu'un qui a des valeurs. Mais qu'est-ce qui se passe de nos jours? Qu'est-ce qui bloque les gens? Le court-termisme, le m'as-tu-vu. Ça détruit l'image de bon nombre d'entrepreneurs. Tu commences à avoir un peu d'argent, bling bling, réseaux sociaux, mauvais œil, on détruit ton nom, terminé. L'incohérence entre la vie privée et la vie professionnelle. Devant, neige. Blanc comme neige, comme on dit. Derrière, Dracula. Ça n'a pas de sens. Il faut tout faire pour avoir un certain alignement entre ta vie professionnelle et ta vie privée. Et enfin, je pense la négligence des valeurs spirituelles. Il y en a, dès qu'il y a un peu de crise, ils commencent à voler, commencent à tricher, commencent à mentir. Après, les gens, ils entendent. Une fois qu'une personne te met cette étiquette, terminé de l'image. Donc, c'est important d'avoir un certain alignement et de faire attention à l'image que tu projettes quand tu es entrepreneur. C'est un capital. Right. Un capital. Alors, coach, les recommandations, il y en a au total, je rappelle, 21. Mais dans cette masterclass, on a prévu d'en partager 12. Quelle est la 12e et dernière recommandation qu'on va partager pour aujourd'hui? La dernière, l'honnêteté. Il faut être honnête. Je le disais tout à l'heure, les valeurs spirituelles. On nous a dit « Wailum lil mutaffifin » malheur aux fraudeurs. Si tu te voles, tu triches, tu mens, tu vas réussir rapidement dans la vie. Très vite, gauche, droite, tu prends des raccourcis. Mais tu vas échouer tout aussi rapidement. Et qu'est-ce qui pousse les entrepreneurs aujourd'hui à être malhonnêtes? La recherche du gain rapide. Tu fais des fausses promesses. Tu es entrepreneur, tu prends des contrats que tu ne peux pas assumer. Pas bon. Moi, il y a des gens parfois qui m'appellent « Coach Ba, est-ce que tu as une certification ?» Je dis « Non, moi, je n'ai pas de certification. » Tu viens étudier chez moi, à la fin, je te donne une attestation. Ça te convient, tu viens. Peut-être un jour, je serai certifié. Mais il ne faut pas mentir pour capter un client. Ou la peur des conséquences. Si je ne mens pas, je vais le perdre. C'est encore pire. Il ne faut pas faire ça. Non. Et enfin, j'en parlais, l'absence d'éducation morale et spirituelle. Un bon entrepreneur, tout comme un orateur, tout comme ce que tu veux, doit avoir ce qu'on appelle un code d'honneur. Une seule parole. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des totems, qui a des choses que je ne fais pas. Même si tu me donnes 10 millions de dollars, ça, je ne touche pas. Parce que ce n'est pas bon. Si tu gardes ça à l'esprit, tes employés, tes fournisseurs, tes collaborateurs proches, et même le Seigneur sera avec toi. Sois honnête. Et je le dis à plusieurs personnes, quand je parle de cours d'entrepreneuriat, on s'attend à des choses techniques, des chiffres, des algorithmes. C'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça le cœur du sujet quand on parle d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, Manu, si tu me dis de mettre 10 000 euros que j'ai dans la plus grande école pour apprendre l'entrepreneuriat et de prendre 10 000 euros de données à Mbaye pour passer 2 heures avec lui, si je prends 2 heures avec Mbaye. Pour ceux qui ne connaissent pas Mbaye, c'est le... Tu parles de Mbaye, le fondateur de EMG Automobile. Qui a commencé, on connaît l'histoire. Pat L'échelle, qui aujourd'hui est quasiment numéro 1 dans son domaine. C'est pour te dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'école. Ils sont extrêmement riches. Et moi qui viens d'une famille commerçante, moi, mon père n'a jamais mis quasiment, il a arrêté en 6e, je pense. Et pourtant, ça a été un grand opérateur économique. J'ai vu, j'ai entendu ce qu'il disait. J'ai vu, j'ai entendu, Manu. Et c'est ça que j'utilise. Je vois des résultats. Donc, il faut se focaliser sur l'essentiel. Il y a d'autres recommandations. On a dit, peut-être où il y a des exercices, il y a des matrices. Il y en a dans les autres recommandations. S'ils veulent, ils viennent. On en parle. Mais pour moi, aujourd'hui, quand même, j'ai touché les choses fondamentales. Si tu veux être un bon entrepreneur. En tout cas, ça a été super puissant. Je rappelle
qu'il y en a en tout 21 recommandations qui peuvent permettre à un entrepreneur de se lancer et de maximiser ses résultats, ses réussites et puis ses chances de réussite. Tu viens de nous en partager 12 gratuitement. Il en reste 9. Alors, pour ceux qui sont intéressés par les 9 autres, on a prévu un programme en vidéo avec une masterclass complète des 21 recommandations pour maximiser ses chances de réussite en business, dans l'entrepreneuriat. Pour ceux qui veulent poser des questions directement à Coach Ba, avoir cette possibilité-là, bénéficier d'une session de formation, de coaching avec lui, je rappelle que nous avons une communauté privée. Et dans cette communauté privée, l'avantage, c'est que vous avez accès à des formations et à des coachings avec nos invités, où vous aurez la possibilité de leur poser directement des questions. Et vous aurez aussi la possibilité d'accéder à du contenu exclusif. Quand je parle de contenu exclusif, sur certains de nos podcasts, il y a 2 parties. Il y a une partie qui est disponible pour le public et il y a une autre partie qui est disponible que pour la communauté privée. Donc, rejoindre cette communauté privée, c'est avoir accès déjà directement à nos invités pour leur poser directement des questions, profiter de leur formation, etc. Et aussi avoir la possibilité de profiter de contenus vraiment exclusifs. On va dire c'est des suites, et des suites qui sont encore beaucoup plus puissantes, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus consistantes de ce podcast. Le lien est en description. Alors, Coach Ba, on a beaucoup appris aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour ta générosité et aussi on aimerait savoir comment faire si on veut travailler avec toi. Tout d'abord, tu l'avais dit presque au départ, j'ai le cabinet Necom qui est là, qui est au niveau de Mermoz. On accompagne énormément d'étudiants, de professionnels, de cadres et même d'autorités. Les personnes peuvent venir me trouver directement là-bas pour bénéficier de nos formations en prise de parole, en leadership, en accompagnement thérapeutique également. Sinon, pour ceux qui sont hors du Sénégal, je me déplace également. Je viens de mettre des masterclass en Guinée. Récemment, j'étais au Bénin, il y a à peine 2 semaines, pour accompagner l'autorité. Je prévois d'aller en Côte d'Ivoire dans 2 semaines pour organiser une masterclass avec la fondation Cercle de l'Excellence de son Excellence, Madame Fanta Cissé, qui fait un très bon travail au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, j'essaie de me montrer disponible pour toute la sous-région. Et j'espère que j'aurai l'occasion de partager mon expérience avec un maximum de frères et sœurs africains. Et je tiens d'ailleurs à te remercier également pour cette invitation que j'ai beaucoup appréciée et que je suis de près. Et toutes les personnes qui sont passées là aussi ont été une source d'inspiration pour moi. Et je prie pour ces personnes et je prie pour ce que tu es en train de faire, qu'Allah élève cette émission, qui mette la baraka dessus et que ça puisse impacter un maximum d'Africains, sincèrement. Alors, est-ce qu'il y a des dates qui sont calées pour la Côte d'Ivoire? Oui, ce sera à partir du 17, lundi 17, 10 jours de formation du lundi au vendredi, axé sur la prise de parole en public, le développement personnel et le leadership. En tout cas, les liens des réseaux, les contacts de Coach Ba seront en description. Donc, ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont intéressés par cette formation ou bien qui sont intéressés par d'autres formations ici au niveau de son cabinet Necom pourront le contacter via les liens, les numéros qu'on mettra en description. C'est ça, les masterclass business expertise, inviter des profils qui impactent, des profils qui sont là pour inspirer, des profils aussi généreux que Coach Ba. Je rappelle que c'est un profil qui a un agenda qui est overbooké et il a quand même tenu à être là. Donc, merci encore pour ton temps. Et bien sûr, j'espère qu'on va se retrouver de l'autre côté dans la communauté privée avec Coach Ba. À la prochaine. Ciao. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique.